Tranquillement. On va commencer tranquillement. Bonjour. Bienvenue à cette deuxième édition du tour de table pour les bons coups de la FMD 3S. Je me présente, mon nom est Mélanie Durocher, je suis technicienne en documentation au CHU Sainte-Justine et je suis très heureuse d'être parmi vous pour m'abreuver de toutes vos informations qui vont pouvoir me donner plein d'idées pour implanter justement ces beaux projets-là, peut-être dans mon institution moi-même. Donc, c'est la même chose que l'année passée. C'est un tour de table très informel, hein, on est en famille. Je vous invite à prendre la parole chacun votre tour. On va y aller de façon vraiment, vous pouvez ouvrir vos micros et parler quelques minutes pour nous donner votre bon coup professionnel, vos projets, vos réalisations que vous voudriez partager avec vos collègues. Par la suite, s'il y a des questions pour ces projets-là, les gens, je vous invite aussi à ouvrir vos micros, poser vos questions directement ou à passer par le chat. Je pourrai lire les questions à la personne qui a pris la parole. Cette activité-là ne devait pas être enregistrée à la base. On avait dit qu'on ne l'enregistrerait pas. Par contre, on a la possibilité de le faire. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les gens qui vont prendre la parole seraient à l'aise avec le fait que ça soit enregistré? Comme ça, on pourrait le mettre sur le YouTube comme les autres formations. Et bien, ça pourrait justement donner de l'information à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Donc, si vous n'avez pas de problème avec le fait que ça soit enregistré, juste me le signifier dans le chat, parfait, ou un pouce en l'air, c'est parfait. Par contre, si vous voulez prendre la parole, mais vous ne voulez pas être enregistré, vous pouvez le mentionner, puis on arrêtera l'enregistrement au moment où vous voulez parler. Donc, je vais commencer tout de suite. C'est pas moi qui va parler pour le CHU Sainte-Justine. Par contre, je m'excuse, j'ai un petit peu un chat dans la gorge. J'ai reçu un courriel hier de Marie-Ève Pelletier du 6 du Bas-Saint-Laurent qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Elle a une rencontre, mais elle tenait à participer et à donner son bon coup. Donc, si vous le permettez, je vais pouvoir vous le lire. Oui, je vais vous le lire tout de suite. Donc, pour le tour de table, je peux dire que nous avons fait un PowerPoint afin de présenter les services du Centre de documentation du CIS du Bas-Saint-Laurent et nous avons organisé 4 présentations Teams. Ces présentations étaient d'une durée de 45 minutes sur l'heure du midi et s'adressaient à tout le personnel, médecins, stagiaires, etc. J'ai présenté à plus de 480 personnes et il en a été mention dans les bons coups du 6. Je suis désolée. Ces présentations reviendront à chaque année pour les nouveaux employés. Alors ça, c'était le bon coup de Mme Pelletier. Moi, si je peux faire un commentaire par rapport à ce qu'elle dit, je trouve qu'il y a 2 aspects très positifs. Premièrement, l'institution a noté ça comme un bon coup à travers directement l'institution. Donc ça, c'est le fun parce qu'il y a quand même une reconnaissance de l'endroit où elle travaille, de l'hôpital Redevimouski par rapport à ce qu'elle a fait comme activité. La deuxième chose, c'est que ça a tellement bien marché que ça va devenir pérenne. C'est une activité qui va revenir à tous les ans avec les nouveaux employés. Donc ça prouve que c'est services de la bibliothèque sont pertinents et que c'est apprécié de l'institution, de toute la communauté. Et ça, je trouve ça le fun de le dire parce que c'est pour ça qu'on fait ces trucs-là, là, c'est pour nos usagers. Alors, c'était pas mon bon coup, c'était le bon coup de Mme Pelletier. Là, j'inviterai les prochaines personnes qui veulent parler à prendre la parole. Est-ce que quelqu'un veut partager son bon coup? Bonjour, Mélanie, c'est Marie-Hélène, ça va bien? Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux partager mon bon coup? Oui. Je vais y aller tout de suite. Moi, je suis coordonnatrice du consortium de ressources électroniques du RUIS de l'Université de Montréal. Alors, j'étais très heureuse cette année du bon coup du consortium qui
ne s'est pas fait sans l'aide de tout le réseau, bien sûr, mais en fait, on a réussi cette année à signer un contrat avec le fournisseur EBSCO pour la ressource Sinal Complete pour l'ensemble des établissements de santé, l'ensemble des établissements publics de santé et de services sociaux du Québec. Donc, à partir du 1er décembre cette année, Sinal Complete était disponible dans tous les établissements partout dans la province. Et on est très content de pouvoir offrir cette ressource-là à tous les professionnels de la santé, peu importe dans quel établissement ils se trouvent dans le Québec. C'est important d'avoir une offre assez uniforme dans tout le Québec. Alors, la petite particularité, en fait, c'est que tous les établissements ont connecté à partir du 1er, puis il y a juste 3 établissements qui vont se joindre l'année prochaine parce qu'eux avaient déjà Sinal Complete. Donc, le CUSUM, le CHU de Québec et le CHU de Sherbrooke vont se joindre en décembre prochain, mais offraient déjà Sinal Complete dans leur établissement. Puis c'est pour une question de délai dans les contrats là, de licence qui a fait en sorte qu'on doit attendre pour ces établissements-là. Mais sinon, présentement, tout le monde a accès. Puis je vais aussi rattraper ce qu'on a fait l'année passée que je n'ai pas pu présenter non plus parce que l'année passée, c'était pour Walter Kluwer, donc pour toutes les ressources OVID que le consortium offrait, donc Medline, Embase, EBMR, les périodiques du Total Access, entre autres. Alors, toutes ces ressources-là, depuis l'an dernier, sont disponibles aussi dans l'ensemble du Québec pour tous les établissements de santé. Alors, c'est un contrat qu'on avait signé en 2020. Ça sera un contrat de 3 ans pour ce qui est d'OVID et c'est un contrat aussi de 3 ans pour ce qui est de EBSCO. Alors, on va avoir pour les prochaines années une bonne couverture en documents là, pour ce qui est de l'ensemble de la province. C'est ce que je voulais vous partager. Et merci à tous les collaborateurs parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous là, avec qui j'ai parlé au travers ces années-là pour pouvoir finaliser le tout. Ça s'est fait à l'aide des comités directeurs, bien sûr, les comités directeurs de chacun des RUIS qui sont où l'ensemble des PDG le siège et c'est eux qui nous ont donné le mandat de pouvoir aller de l'avant pour signer ces contrats-là. Et il y a eu la collaboration des chefs d'équipe, des directeurs d'enseignement, etc., dans chacun des établissements là, pour réaliser ça. Puis les TI aussi, parce que ça a été toute une histoire aussi de pouvoir contacter chacun des TI, s'assurer que les connexions fonctionnent, qu'on ait des bonnes adresses IP, etc., mais ça s'est bien fait. Puis dans l'ensemble, c'est un beau succès. On est content. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Marie-Hélène, des commentaires? Je vois beaucoup de mains levées, puis effectivement, c'est un très bon coup. Là. Écoutez. Merci Marie-Hélène. Bienvenue. De toute façon, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Parfait. Bonne journée. On a une deuxième personne, je pense qu'il y avait Francine Aumont qui voulait prendre la parole. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est pour partager un bon coup. Là, je ne sais pas, j'ai manqué un petit peu le début. Est-ce que je peux faire tout de suite? Ou, Oui, allez-y. OK. Donc, nous, à l'Institut, moi, je suis un institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, affilié à l'Université Laval. Et depuis septembre, qui a été le lancement officiel de notre portail de la bibliothèque, qu'on a partagé avec RQPS. Je ne sais pas si ça vaut la peine que... oui, ça vaudrait la peine peut-être que je le partage à l'écran. Michel, elle va être capable de te donner le... oui, normalement, vous pourriez faire le partage d'écran en ce moment-là. Vous pouvez utiliser le bouton vert avec le... Oui. Comme ça va? Oui. Alors, voilà, ça c'est notre portail. Donc, en fait, c'est qu'on avait déjà commencé un prototype, puis suite à des ateliers Kaizen et des ateliers Lean, moi j'ai parti à un des ateliers, puis en fait, ça avait rapport au document d'enseignement qui est destiné aux patients. Puis à l'Institut, c'était rendu vraiment n'importe quoi, c'était un bordel total. Ça fait qu'ils ont fait des ateliers et moi j'ai participé à un atelier et en écoutant leurs besoins, j'ai proposé le portail de la bibliothèque. On commençait là, à travailler dessus.
Alors, ils ont dit, ben oui, voilà, c'est une excellente idée. Fait que là, on a tout repensé le portail en fonction de ce projet-là, d'intégrer les documents d'enseignement destinés aux patients. Ce qui fait que là, on a deux parties. On a la bibliothèque médicale donc pour les professionnels et on a aussi une section pour les patients. En gros, c'est sûr que bon, on a sur notre site professionnel, c'est pas mal tout ce qu'on retrouve dans les portails des bibliothèques. Donc, on a les ressources électroniques. On a eu l'aide d'une graphiste pour tout le visuel, puis la catégorisation aussi de l'information. Fait que ça a été vraiment une belle collaboration. Donc, on a nos ressources électroniques. Ça, c'est elle qui voulait le faire visuel comme ça. Je trouve super beau. Je suis super contente. Et on a aussi nos services. Évidemment, bon, je ne ferai pas le tour parce que c'est les services que vous connaissez. Je voulais juste montrer, par contre, nos espaces parce qu'en même temps, on a eu un projet de réaménagement. Donc, c'était très vieux ce qu'on avait là, comme mobilier, comme organisation. Fait qu'on a tout descendu nos périodiques. On les a sortis de la bibliothèque pour dégager de l'espace. Puis là, on a maintenant un espace banquette pour faire un peu lounge. On a un petit cubicule, on a une salle de formation, salle de réunion. Donc, on a beaucoup amélioré, là, on a comment modernisé finalement nos espaces. Alors ça, je voulais montrer ça. Ça fait comme un double beau coup. Et sur notre site, donc, nous avons différents onglets, documents de gestion. Donc, on a fait des petites collections. Puis, on a aussi produit un document d'enseignement. Donc, comme je disais, vu qu'on avait été intégré au projet des documents d'enseignement, maintenant, on a ma collègue Isabelle Sullivan qui, elle, a pris ce volet-là entre ses mains. Donc, on a tout un processus de comment produire les documents d'enseignement. Et puis ça amène à la portion bibliothèque, la portion du site qui est pour les documents d'enseignement dédiés aux patients. Alors, je vais laisser Isabelle, parce que ça aussi, c'est un autre bon coup. On a beaucoup de bons coups cette année. On est vraiment gâtés. Je vais laisser Isabelle prendre la relève pour expliquer les documents d'enseignement destinés aux patients. Je vais enlever mon partage, puis je vais laisser ça à Isabelle. Bien, merci beaucoup, Francine. Bon, je me représente. Francine m'a présenté. Je suis Isabelle Sullivan. J'essaie juste de voir comment enlever mon partage. Je vais prendre le relais. OK. Donc, comme Francine l'a mentionné, c'est moi qui supervise le volet des documents d'enseignement à l'Institut. Puis, je vais vous parler un peu, en fait, du processus qu'on a créé donc, pour l'élaboration de documents d'enseignement. Donc, comme qu'elle parlait, on a fait un recensement il y a 1 an et demi, 2 ans environ pour voir tout ce qu'on avait produit à l'Institut. Puis comme Francine l'avait dit, c'était un peu le bordel. Il y avait plein de points de départ. Il n'y avait pas de façon linéaire de créer nos documents. Puis on cherchait vraiment à créer un guichet unique, une façon standard de produire des documents avec les meilleures pratiques. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un document d'enseignement? Donc, qu'est-ce que nous, on produit à l'Institut comme documentation? Les documents d'enseignement clinique, c'est des documents qui s'adressent aux usagers et à leurs proches, qui contiennent de l'information clinique, qui se base sur les dernières données probantes, mais c'est aussi des documents vulgarisés en langage clair et simple. Puis, il y a plusieurs de ces facteurs-là qu'on prend en compte dans l'élaboration de nos documents. Donc, il y a le facteur de la littératie en santé, puis aussi le facteur de l'évaluation de nos documents par des usagers ressources. Donc, notre processus, donc ça commence ici. Donc, ça commence avec l'identification du besoin. Le besoin peut être multiple. Ça peut être, on se rend compte que dans un secteur, il manque de l'information à remettre aux usagers. Ça peut être un vieux document qui est désuet à mettre à jour ou ça peut être l'élaboration d'une capsule vidéo. Une fois qu'on connaît le besoin, le demandeur remplit un formulaire, le même pour tous, puis avec l'information de base, donc nom, coordonnées, nom du document. Puis si on a besoin de l'assistance de la bibliothèque, faire une recherche, une revue littérature ou une recherche documentaire.
Lorsque la demande est acceptée, on passe à l'étape de la rédaction de texte et de la vulgarisation. On utilise l'outil Teams parce que c'est un outil collaboratif. On peut créer un dossier, un canal pour une équipe. Ils peuvent tous écrire de façon collaborative sur un document. Puis, ça peut être fait non seulement à l'Institut, mais aussi à domicile. Donc, tout le monde peut participer à l'élaboration du document de cette façon-là. Donc, comment qu'on fonctionne? D'abord, l'équipe de rédaction, on va leur remettre des outils pour les aider à la rédaction, des bonnes pratiques, des gabarits. Ils vont l'utiliser pour faire leur première draft de document. Lorsque c'est fait, on me contacte, je vulgarise le contenu. Souvent, je vais ajouter des commentaires, quelque chose qui a besoin de clarifier, des choses que moi, je n'ai pas compris. Puis, je vais leur mentionner, puis ils vont ajouter le document en fonction de ce que j'ai dit, puis on se lance la balle comme ça jusqu'à ce qu'on soit conjointement satisfait du document. On fait évaluer par la suite le document par le comité d'enseignement aux usagers, qui est un comité multidisciplinaire qui est composé de médecins, pharmaciens, kinésiologues, nutritionnistes, vraiment plusieurs spécialités différentes qui sont tous formés en littératie en santé, qui vont réviser notre document. La plupart du temps, il y a des modifications, des ajustements à faire. Lorsque c'est fait et que le document est approuvé, on fait valider avec le clinicien. Lorsque le document est validé, on le fait ensuite évaluer par des usagers ressources. Donc, les bonnes pratiques en termes d'accessibilité, de littératie en santé, toute la documentation qui est utilisée ou qui est remise aux usagers doit être évaluée par des usagers. Et c'est ce qu'on fait. On suit les bonnes pratiques à l'Institut. Donc, on va remettre le document avec un formulaire à remplir. Puis, ils vont évaluer notre document. Je vais recevoir et comptabiliser les commentaires. Je vais ajuster le document en fonction des commentaires que j'ai reçus et je revalide de nouveau avec le clinicien. Lorsque tout ça est fait, la partie rédaction est terminée. On peut passer au graphisme ou à la capture vidéo. Lorsque c'est fait, on valide avec le clinicien et on peut finalement diffuser. Lorsque le document est tout produit, on peut maintenant le traduire. Puis, lorsque c'est facultatif, mais c'est à ce moment-là qu'on entame le processus. Puis, on peut en tout temps évaluer le document sur notre plateforme. Puis, la mise à jour se fait aux 3 à 5 ans selon les bonnes pratiques. Puis, je voudrais rapidement vous montrer comment est-ce qu'on a organisé notre contenu pour les usagers. Donc, comme Francine l'avait mentionné, on a fait un atelier Kaizen pour organiser notre contenu. Puis, quand on a fait notre recensement, plus de 400 documents, il fallait trouver une façon plus intuitive qu'une longue liste de documents avec des titres pour trouver nos documents. Donc, ce qu'on a fait, un atelier Kaizen avec des usagers ressources et on a fait un atelier de tri de documents. Donc, on a demandé aux usagers d'organiser un échantillonnage d'environ 15 % de nos documents avec les titres seulement en 5 à 9 catégories. Puis, on leur a demandé de nous soumettre des titres pour les catégories. Donc, on a compilé ça, puis on a retenu les catégories qui avaient émergé le plus. Et on a redemandé de refaire l'activité avec 7 catégories trouvées, ces 7 catégories-là, et de recatégoriser le contenu nouveau. Ça a vraiment solidifié notre manière d'organiser notre contenu. Donc, ça fait en sorte qu'on a une manière d'organiser notre contenu qui est spécifique à la documentation que nous produisons ici à l'Institut. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai eu ma collègue qui vient de me dire qu'elle venait d'entrer dans l'activité. Je suis désolée. Merci énormément. C'était tellement intéressant. Est-ce qu'il y aurait des questions, soit pour Isabelle ou pour Francine? Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez les contacter par courriel sans problème. Merci énormément d'avoir partagé vos bons coups. C'était très intéressant. J'inviterai la prochaine personne à prendre la parole quand vous êtes prêts. Puis on peut peut-être cesser le partage d'écran aussi. Là. Mais c'est super intéressant, les catégories avec l'aide des usagers. Là. Je ne sais pas comment arrêter mon partage d'écran. On ne t'entend pas, Michel, par contre. Ah. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a une prochaine personne qui est prête à prendre la parole? Moi, je vais y aller. Bonjour. En fait, c'est un bon coup, bonjour.
c'est un bon coup, pas de moi personnellement, mais de l'équipe du CIUS du Nord de l'île de Montréal, qui en fait l'achat d'un résolveur de liens pour le CIUS. Moi, où j'étais avant au Centre-Sud, malheureusement, on n'avait pas encore cet outil-là dans notre panier. J'espère pour eux qu'ils vont bientôt l'avoir parce que c'est vraiment un outil formidable, surtout pour les gens qui font de la localisation pour le PEB. Parce que plus on a de ressources du RUIS, du consortium du RUIS, qui sont magnifiques, mais qui nous obligent, quand on veut du plein texte, à fouiller à plusieurs endroits avant de déterminer si oui ou non on a cette ressource-là, à moins que tout soit intégré dans notre catalogue. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Alors, le résolveur de liens permet vraiment de faire une recherche et de voir tout de suite si on a le titre, quelles années on a, si on l'a en ligne, si on l'a en bibliothèque. Donc, c'est vraiment un bon coup. Puis pour les usagers aussi, c'est facilitant. S'ils veulent un article, il y a un formulaire de demande qui s'ouvre si on n'a pas accès à cette ressource-là. Ils complètent ça, ça nous est envoyé automatiquement et puis on peut compléter, on a toutes les informations là, pour faire la demande de prêt en bibliothèque. C'est vraiment un bel outil et nous, c'est le LinkSolver de Ovid qu'on a choisi là, suite aux démarches qui ont été faites par le bibliothécaire M. Charbonneau, qui est parmi nous, je crois. Voilà, alors c'est seulement ça, mais ça change la vie. Merci beaucoup, Louise. Puis j'abonde dans ton sens là, pour en avoir un où je travaille. C'est vrai que c'est très facilitant le réservoir de liens comme outil. Là. Fait que félicitations, bon coup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ce que Louise a apporté? Donc, j'inviterai une prochaine personne à prendre la parole. Je vais me lancer. Alors, nous, au CHUM, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire cette année. Il y a eu, en vue du décret obligeant la vaccination de tous les employés du réseau de la santé, ça a été le branle-bas de combat au CHUM. Et une des choses qui a été mise en place, c'est une activité qui a été appelée « Innovons simplement », qui visait en une journée, en réunissant des équipes regroupant des gens de différents profils au sein de mêmes équipes. L'idée, c'était de leur permettre d'arriver en disant, nous, on a tel problème, puis c'est ça les impacts de ce problème-là. Et pendant toute la journée, les équipes suivaient une méthode qui s'appelle le design thinking pour arriver à trouver des solutions très simples à mettre en place très rapidement pour leur permettre de respirer un peu mieux en vue de ce qui s'annonçait. Et la raison pour laquelle je mentionne cet événement-là, c'est que les bibliothécaires du CHUM ont été invités à participer à ces journées-là, où on était donc intégrés chacun et chacune d'entre nous à une équipe. Et en direct, on faisait des recherches pour soutenir leurs impressions, leurs constats, de voir s'il existait de la littérature sur ce qu'ils exprimaient. Et dans une deuxième partie, au moment où ils étaient dans la phase de recherche de solutions, de la même façon, on était en direct à faire des recherches et puis donc on intervenait pour dire, on a trouvé ça, est-ce que ça pourrait vous intéresser, etc. Donc, il y a eu, je ne sais pas combien d'équipes au total, mais ça s'est réparti sur 3 journées. Et puis, ça a été une occasion extraordinaire d'être en contact, d'avoir de la visibilité, bien sûr, mais aussi d'être en contact avec des équipes terrain, vraiment, et de mieux comprendre leur réalité.
Donc, ça a été vraiment une expérience particulière et pour nous, bibliothécaires, c'était tout un ajustement au niveau de comment est-ce qu'on élaborait nos stratégies de recherche en étant live comme ça. C'est vraiment pas les mêmes méthodes de recherche et donc, c'était bien intéressant. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager au nom du CHUM. Merci beaucoup. Oui, effectivement. C'est très intéressant de voir que vous pouvez être amalgamé à des projets pour toute la... Donc, est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires pour Bénédicte par rapport à ce qu'elle a amené? Alors, j'inviterai la prochaine personne à prendre la parole. Merci. Bonjour. Excusez-moi. Je vais y aller. Nous, c'est un projet, ça fait un petit moment qu'on essaye de mettre en place qui s'appelle les heures du conte filmées, en fait. C'est pour avoir des heures du conte sur les télés dans les chambres des patients. Ah oui, je suis Sainte-Justine, juste pour vous mettre en contexte, excusez-moi. Et donc, c'est sûr que la pandémie a un peu ralenti notre problématique parce qu'on travaille aussi beaucoup avec l'équipe de l'audiovisuel et puis les bénévoles et tout ça. Donc, ça avait mis un coup de frein. Mais là, cette année, on a quand même reparti le projet et puis on a fait aussi des ententes avec une compagnie de théâtre qui avait déjà filmé son livre. Il l'avait mis en théâtre. Il avait la vidéo de ça. Et puis, avec l'Orchestre symphonique de Québec aussi, qui, l'année dernière, au moment de Noël, a fait un casse-noisette qui est narré par Widmere et il y a les musiciens, il y a de la danse. Et donc, on a réussi à avoir des droits pour une durée déterminée, donc sans avoir à rien débourser. On s'entend, on n'a pas de budget. Donc, pour montrer ça, et là, donc, dans le cadre du calendrier des fêtes de Sainte-Justine, il va y avoir ça va être en deux parties. Il va y avoir la vidéo de Casse-Noisette qui va être un conte qu'on a monté plus la pièce de théâtre, donc en deux parties différentes qui vont être présentées le matin et le soir à horaire fixe dans les chambres. Donc, on est assez content de ça, de pouvoir offrir un peu de littérature filmée dans les chambres des enfants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, c'est ça, c'est pas juste nous, c'est donc les bibliothèques, plus l'audiovisuel, plus les bénévoles, en tout cas. Alice, moi, j'ai rien à dire parce que je connais déjà ce projet-là, mais c'est vraiment un très beau projet là, qui va continuer l'année prochaine en filmant des vidéos et en faisant le montage et en pouvant les rendre disponibles. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à notre projet pour Alice? Non, au CPI, c'est pas ce projet-là que j'ai présenté, c'est un projet de club de lecture qu'on anime pour les grossesses à risque, en fait. Donc, oui, c'est vrai, excusez. Mais il y avait un projet que vous avez présenté au CPI. Puis... Mais merci. C'était un bon coup aussi. Merci. Merci, Alice. J'inviterai la prochaine personne, je suis désolée, à prendre la parole quand vous êtes prêts. Je pourrais le faire. Bonjour. Je pense que Caroline Dubreuil avait une question avant. Oui, elle avait levé la main. Je ne sais pas si c'était une question pour prendre non, en fait, c'est pas une question. C'est un bon point à partager que je pourrais passer après Daniela. Il n'y a pas de problème. Ah non, vas-y, Caroline. Oui, en fait, bonjour tout le monde. Donc, j'ai un bon coup à partager pour toute l'équipe du CIS de Laval.
Donc, nous, on a fait une demande de subvention au niveau de notre fondation, plus précisément pour le projet 300 km vélo. Donc, c'est des employés, des patients, des proches qui font un défi de 300 km en vélo pour ramasser des fonds pour des projets en cancérologie. Puis, avec les fonds de ce projet-là, il y a un de nos projets qui a été retenu, qui est de faire des tablettes de lecture numérique pour nos patients du Centre intégré de cancérologie de Laval. Donc, avec ces fonds-là, on a pu acheter 2 iPads et aussi 2 supports sur roulette, dont la hauteur peut se modifier selon est-ce que le patient est assis, debout et couché. Donc, c'est pour faire de la lecture pendant les traitements ou pendant l'attente dans la salle d'attente. Et ce qu'on a mis là-dessus, c'est à la fois des livres qui viennent de notre plateforme de livres numériques, donc qu'on change à toutes les 3 semaines. C'est vraiment un prêt de livres, finalement, qui est le Cantook Station, que je sais que vous êtes certains à l'avoir aussi. Puis, on a mis aussi des documents du domaine public. On a mis des documents qui étaient libres aussi de droit. Puis, ça va du document de la Société canadienne du cancer, donc des documents d'information sur le cancer, mais aussi on va jusqu'à la lecture récréative. Donc, on a de la littérature, de la poésie, des magazines, par exemple le magazine Vivre à Laval, puisque la plupart de nos usagers sont de Laval. On a également livres de recettes, des documents pour les enfants aussi qui accompagnent un membre de leur famille. Donc, et on utilise l'application Blue Fire Reader, c'est l'application qu'on a sélectionnée. Sur lequel il y a tous les livres. Et on utilise le mode de kiosque. Donc, dans le fond, c'est que l'application, elle est verrouillée en mode kiosque pour s'assurer que la personne reste dans l'application pendant son utilisation. Puis, on a de l'aide également des bénévoles du Centre de cancérologie et des employés à l'accueil. Puis, c'est vraiment cette semaine que le projet va être officiellement lancé parce que, justement, on va les porter cette semaine au Centre de cancérologie et l'utilisation commence maintenant. Donc, oui, c'est un bon coup de l'année, mais c'est vraiment pour nous, c'est actuellement que ça se passe. Si vous voulez voir, je ne sais pas à quel point vous pouvez voir la tablette, mais ça, c'est une de nos tablettes. Donc, on voit l'application avec tous les livres. On les a aussi divisés par catégorie. Donc, quelqu'un qui veut voir que les revues, que les livres pour enfants ou que les livres, que les documents PDF, par exemple, de la Société canadienne du cancer. Et selon ce qui est choisi, la personne peut faire vraiment comme un livre. Puis, au niveau prévention des infections, on a des lingettes désinfectantes, mais spécialisées pour les écrans qui sont utilisés en chaque désinfection. Donc, ça a été vraiment approuvé par la PCI du CIS de Laval. Donc, c'est le projet qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, ça me sonne une grosse cloche là, pour Sainte-Justine. C'est pour ça que c'est le fun, cette activité-là, parce qu'on va tout le temps chercher des projets qu'on peut ramener chez nous. Merci beaucoup là, pour le partage. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions pour le projet que Caroline vient de parler? Et alors, j'inviterais... Moi, j'aurais peut-être une question. Je me demandais si vous aviez de l'aide d'un soutien informatique ou c'est la bibliothèque qui a tout fait de A à Z. En fait, c'est sûr qu'on a dû passer par l'informatique pour l'achat du matériel, pour l'achat des tablettes. Donc, il y avait vraiment, au début, en fait, on voulait des Android parce qu'au niveau du coût, on aurait pu en avoir 3 au lieu de 2. Mais bon, il y avait des normes spécifiques à respecter. On a dû aller vers un iPad. Mais au-delà, une fois l'achat terminé, en fait, on a été autonome de A à Z. Donc, c'est nous qui avons créé les comptes Apple, qui avons mis les applications nécessaires, qui avons fait la configuration du mode kiosque également. Donc, mis à part l'achat, il n'y a pas eu du tout de soutien au niveau de l'informatique. Merci beaucoup. J'imagine que ça, quand je faisais ça, ça allège beaucoup le processus, qu'il n'y ait pas de soutien, ou en tout cas pas de soutien, mais de technicalité avec l'informatique. Effectivement. Oui, j'imagine. Écoutez, j'inviterai Daniela à prendre la parole, comme elle était prête à le faire tout à l'heure.
Oui, bonjour. Je vais parler d'un petit, bon coup. On a eu une année assez chargée à la bibliothèque. C'est une nouvelle bibliothèque, nouveau site web, alors tout arrivait en même temps. Et on était aussi plus nombreux. Alors, les demandes, l'attribution de demandes entrantes se faisait par courriel. Alors, les gens envoyaient, ou bien le formulaire qui était sur le site web était acheminer la demande dans le courriel commun, Bibliochum. Et la personne qui était en charge de la distribution de la demande, il fallait nous écrire par courriel, puis après ça, faire le tour. C'était un peu plus complexe, mettons, le système. On a réussi, avec la mise en place de Teams, il y a d'autres outils aussi Microsoft qui ont été, auxquels on a eu accès. Puis, un de ces outils, c'est Microsoft List. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça permet d'automatiser ce processus-là. Alors, la personne qui reçoit la demande la dépose dans ce outil-là et automatiquement, tout le monde reçoit un courriel. Et on va, en fonction de nos disponibilités, là, on peut aller chercher la demande, l'accepter, la mettre à notre nom ou non. Et les autres seront informés aussi que la demande a été prise. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça permet à la gestionnaire ou à toute l'équipe de voir dans un clin d'œil l'ensemble de notre charge de travail, parce qu'il y a des demandes aussi qu'on reçoit pas juste par Bibliochum, chaque bibliothécaire reçoit des demandes directement. Alors, ça peut être intéressant de voir tout ça. Alors, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est quand même assez facile de mettre en place puis d'automatiser le tout. Merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à ce que Daniela a apporté? Alors, j'inviterai la prochaine personne à divulguer son bon coup. Bon, ben peut-être que je peux parler. Moi, je suis Renata, je travaille au CHUM aussi. Donc, on a eu une très grande année, comme on a mentionné, puis on cherchait des façons aussi de mieux rentabiliser notre temps, évidemment. Puis, notre équipe s'est beaucoup agrandie aussi. Donc, cela implique beaucoup de temps en termes d'intégration du nouvel employé, que ce soit technicien ou bibliothécaire. Dont moi, qui est arrivé. Et puis, l'idée qu'on a eue, c'est au lieu de se répéter constamment sur les différentes façons de faire, que ce soit l'introduction aux bases de données ou comment monter une veille ou plein de technicalités, comment réserver une salle, la bibliothécaire qui formait le nouvel employé enregistrait la vidéo, partait sur Teams un enregistrement et tous les enregistrements sont déposés dans notre groupe Bibliochum. Et ainsi, au lieu de répéter à chaque fois, quand la personne a une nouvelle tâche ou ne se sent pas à l'aise ou ne le fait pas souvent ou ne se rappelle plus de comment faire, bien, on va juste regarder la vidéo. Puis, au lieu de toujours répéter la même chose. Donc, ce n'était pas très compliqué, mais au bout de la ligne, je crois que ça l'a sauvé beaucoup de temps. Puis, c'est ça, on s'en sert pas mal. Puis, on trouvait que c'était simple, mais efficace. Merci beaucoup. Merci, Renata. Puis, bienvenue. Comme tu dis, c'est nouvellement arrivé. Bienvenue. 1 an et 7 mois maintenant. Quand même. Mais c'est ça. En fait, c'est quand je suis arrivée, je me sentais mal parce qu'il y avait beaucoup de travail. Puis, les anciennes passaient beaucoup de temps à former moi, ensuite former l'autre bibliothécaire. Je me suis dit, pourquoi pas enregistrer tout simplement? Puis, puis ça m'a aidé dans le sens que parfois, bon, on explique, mais c'est quand tu es devant puis tu dois le faire. Bon, tes notes, finalement,
je ne comprends pas trop. Donc, je retournais vers la vidéo, vers la section, puis je regardais au lieu de déranger quelqu'un pour me le réexpliquer. Une très bonne idée, là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est facilement applicable dans tous les milieux, là. C'est une très bonne idée. Très facile. Oui, merci beaucoup pour le partage. Est-ce que, question, commentaire ou quelqu'un qui veut prendre la parole pour un prochain bon? Est-ce qu'il y a eu des moins bons coups qu'on ne veut pas faire en 2021? Bonne question. Qu'on ne veut pas répéter. Très bonne question. Je vous inviterais là, à prendre la parole si vous avez des pièges à éviter ou c'est vraiment une bonne idée. Bonjour, c'est Maritza de Chute de Québec. Fait que oui, je peux peut-être y aller parce que nous, notre grosse transformation a eu lieu l'année passée. On a fait vraiment notre portail. Je vous avais parlé de ça l'année passée. Oui, Link Solver, toute la technologie, Easy Proxy, tout ce qui venait avec, ça s'est passé là. Puis, on a eu les pages thématiques que nous avons mis en place où c'est les professionnels qui choisissent le contenu et nous on organise vraiment le tout sur les pages thématiques. Et ça aussi, c'était un très grand succès. Puis, à un moment donné, on a eu aussi la demande de diffusion des vidéos, par exemple, que les résidents font dans le cadre de dîner néphrologique. Puis, avec notre solution, on était capable vraiment de donner l'accès à tous avec les adresses IP, aux gens qui sont membres de la bibliothèque, évidemment, avec leur identifiant. Mais aussi, on a mis en place un code commun qui permettait aussi aux organisations externes à se connecter, comme par exemple les UCPQ, des gens des îles, de la Madeleine et autres qui avaient aussi accès à ces vidéos. Et ça a été très intéressant. Puis nous, avec notre logiciel, on avait l'espace sur le serveur où on pouvait déposer ces vidéos. Mais avec le temps, la demande aussi continue. Puis là, c'est ça, c'est un bon coup, mais qui avait quand même une petite chose cachée dedans qu'on n'a pas vu au départ, puis qu'on regarde maintenant comment on va trouver la solution. C'était vraiment l'espace pour stocker ces vidéos. Fait qu'avec le temps, on commence à en manquer. Fait que là, maintenant, on regarde pourquoi il y a des dîners néphrologiques qui ont, l'équipe en néphrologie avait l'espace pour les vidéos, mais pas l'équipe en nutrition. Fait que là, c'est intéressant à faire cette réflexion-là, des fois, certaines choses qu'on ne voit pas au départ, mais qui peuvent survenir plus tard. Et que là, maintenant, on est en mode de chercher les solutions pour ça, comment financer ça, parce que la solution est là. Puis on voit vraiment quand on utilise nos ressources que nous avons déjà à la bibliothèque, c'est vraiment apprécié par les usagers, mais après, c'est ça, il y a des fois certaines choses auxquelles on ne réfléchit pas au départ. Fait que je vous fais le part de cette réflexion au cas où que quelqu'un se retrouve dans une situation semblable un jour. Fait que voilà. Merci beaucoup, Zorika, c'est très gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager soit un piège à éviter ou chose à ne pas faire ou un autre bon coup qui n'avait pas encore pris la parole? Donc, s'il n'y a plus personne qui veut parler, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont pris la parole. Je pense que c'est juste des celles. Ça nous a donné beaucoup d'informations à soit en mettre en pratique ou en tout cas à aller creuser pour peut-être le mot implanter, je l'ai dit souvent, mais oui, pour l'implanter dans nos milieux. Je tiens à vous dire merci. Mme Aumont a levé la main. Oui. Voyons. Bon.
En fait, c'est un... Ouais, je vais faire ça vite. Là. Je pense que ça pourrait rentrer comme dans un bon coup. Quand on a parlé tantôt de la mise en place du processus pour faire le suivi des documents d'enseignement destinés aux patients, comme il y a beaucoup d'étapes, nous, on a découvert, puis on est vraiment content de l'outil REDCap. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En tout cas, si vous avez des processus quand on a à faire des suivis de processus avec beaucoup d'étapes, puis des allers-retours, puis en tout cas, nous autres, on a découvert ça, puis c'est vraiment, on n'a pas fini de tout comprendre, de tout connaître, toutes les fonctionnalités de cet outil-là, mais on est vraiment satisfait jusqu'à maintenant. Fait que juste partager ça. REDCap, ça s'appelle. Oui, je l'ai pris en note. Merci énormément. C'est très gentil. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole avant que je fasse les petits mots de la fin? Là? Je vous invite à le faire. Avec plaisir, oui. Oui, juste pour donner, concernant REDCap, moi j'ai lu un article des bibliothèques américaines. Il y avait comme 11 bibliothèques, je pense, qui participaient. C'était un projet commun pour prendre des statistiques communes à partir de cet outil parce que c'est un outil open source, fait que c'est gratuit en fait. Puis je pourrais vous partager l'article suite à l'activité, Mélanie, je pourrais te l'envoyer parce que je l'ai comme outil. Je sais qu'on peut l'utiliser pour évaluation des documents comme eux ils l'utilisent, mais aussi pour compiler les statistiques. Et ça semble très, très, très intuitif, mais il faut avoir quelqu'un pour le partir au départ, je suppose. Fait que, voilà, je voulais juste donner. Si tu peux me l'envoyer, je pourrais l'envoyer avec l'enregistrement dans le fond. C'est parfait, oui, je le fais tout de suite après la présentation. Puis, je vais profiter aussi, j'ai oublié à vous dire concernant un autre bon coup qu'on a eu cette année, c'était on a trouvé la plateforme pour la diffusion des normes CSA et ISO qui était une solution pour les institutions qui était intéressante parce que je sais que avec les barrières que le groupe CSA met sur le document, la gestion était très difficile. Fait que pour nos équipes de laboratoire, on a fait beaucoup d'analyses. Il y avait comme 3 fournisseurs potentiels. Puis il y avait qu'un qui, je ne vais pas faire la publicité pour un en particulier, il y avait IHS Market, il y avait TechStreet, puis groupe CSA. Mais avec nous, avec la plateforme TechStreet, on a réussi vraiment à trouver une solution pour tout le GRAP OptiLab dont le serveur principal est au CHU de Québec parce qu'il nous donnait vraiment une souplesse. Fait qu'on avait comme pour nous accès illimité, mais un accès ou 12 accès pour les îles de la Madeleine. À une certaine personne, on peut ajouter des documents en cours de route. Plusieurs sont aussi téléchargeables. Fait que si on décide d'annuler l'abonnement l'année suivante, bien, on peut garder une copie de PDF, par exemple, pour la durée jusqu'à ce que la norme devienne désuète. Fait que c'était très intéressant. Fait qu'il y avait même un article qui était publié dans le journal interne. Puis je sais que c'était un des articles, de 5 articles les plus consultés l'année passée. Fait qu'on a eu quand même, on voyait que les usagers ont un grand intérêt pour accéder aux normes, puis que c'est pas toujours évident. Fait que ça, c'était comme vraiment, moi, je ne le considérais pas tant qu'un grand coup parce que si on a finalement trouvé une solution de diffusion, c'est pas nous, c'est eux qui achètent finalement les documents. Nous, on a juste comme trouvé la plateforme. Puis le point d'accès était comme à dépenser, je pense, une petite somme d'argent. C'était pas énorme. C'est environ 5 documents par année. Si on veut prendre l'abonnement pour 5 documents, on peut partir vraiment la solution puis avoir accès à ça. Puis c'est pas un coût récurrent, c'est vraiment le coût d'achat d'accès aux documents qui sert comme le frais d'utilisation de plateforme. Fait que voilà, c'est notre comme 12e bon coup que j'avais oublié tout à l'heure. Fait que voilà. Il n'est jamais trop tard, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait un bon coup là, qui a pensé et qui voudrait partager avant qu'on termine? Donc, écoutez, je vous redis merci à tout le monde pour le partage d'informations. C'est toujours très enrichissant
pour ça que cette communauté-là existe, là, pour qu'on puisse partager nos infos puis nos connaissances ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux temps des fêtes et on vous revient en janvier avec d'autres activités. Vous allez recevoir de l'information sous peu. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Merci Micheline beaucoup.